Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci pour votre participation. Je vous propose de démarrer. Bon, ça fera peut-être venir les retardataires. Merci pour votre participation à cette conférence de ce soir. Conférence qui, je le rappelle, s'inscrit dans le cadre de l'exposition L'habitat d'hier et aujourd'hui, qui a été co-créée par la communauté d'agglomération d'Épinal et la Glucoserie, centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine du pays d'art et d'histoire d'Épinal, Cœur des Vosges. Et exposition qui sera visible jusqu'au 16 janvier prochain, date à laquelle on aura le plaisir d'accueillir ici même le Conseil de l'Ordre des architectes du Grand Est, qui se réunira sur la thématique « Rénover, c'est bâtir ». Bon, je ne vais pas être trop long pour rappeler l'objectif de cette exposition, simplement rappeler qu'à travers la rétrospective de différentes formes d'habitat de la préhistoire à nos jours, l'idée était de mettre un peu l'accent sur ce un type de logement, sa conception, les matériaux qui sont employés pour sa construction, l'aménagement de ses abords, la manière dont il est relié au reste de la commune, aux habitations voisines. Qu'est-ce que tout ça raconte de la société dans laquelle et par laquelle il a été bâti, et des valeurs qui ont présidé à sa construction. Le fait est qu'aujourd'hui, dans les Vosges, comme dans de nombreuses communes et territoires périurbains, c'est l'habitat pavillonnaire qui prédomine. La maison de lotissement, dont la qualité de conception et la taille du terrain d'emprise varient selon principalement la bourse de l'accédant à la propriété, mais qui est invariablement bâti très largement en retrait de l'espace public, délimité par force clôture, portail et à croissance rapide, et relié au commun par une large bande de bitume dédiée aux véhicules motorisés. Alors je caricature un peu, mais en fait ces exemples-là, malgré tout, on en trouve encore pléthore, y compris en 2025. Donc outre une réversibilité très limitée en termes d'usage, ce type d'habitat n'apporte qu'une réponse partielle, bien entendu, à la diversité des budgets, d'une part, mais aussi des besoins en logement, soutenus par le vieillissement de la population, la diminution de la taille des ménages, la diversité croissante aussi de la structure et de la composition des foyers. Au chapitre des valeurs, ce type d'aménagement n'empêche rien, bien entendu, mais il ne facilite pas ni n'encourage quelque forme de solidarité, de complémentarité ou de mixité, sans même parler d'adaptation ou d'adaptabilité aux conséquences du dérèglement climatique. Voilà, donc fort de ces constats, ici et là, dans les Vosges et ailleurs, on verra des poignées de citoyens, architectes, utopistes, parfois les trois en même temps, se mobilisent et tentent d'inventer de nouvelles manières d'habiter. Habiter ensemble, collectivement, faire société à petite échelle, à taille humaine, et raviver les liens d'entraide, de partage, de sobriété qui, jadis allaient de soi, mais dont l'abondance matérielle nous a peu à peu encouragés à rompre. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir non pas un, ni deux, mais trois invités. Monsieur Christophe Mathieu, je le cherche, voilà, merci, du collectif Écoline de Saint-Dié. Monsieur Dominique Schwederle, juste là, voilà, de la Manuf de Cours, qui nous présenteront tour à tour leurs exemples d'habitat partagé dans les Vosges. Et enfin, Madame Nadège Bagard, architecte et maîtresse de conférences à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy, et qui va nous démontrer que cette réflexion sur l'habitat participatif, l'habitat partagé, touche de nombreux pays à travers à travers la conférence qui s'intitule donc Des architectures pour habiter ensemble, un renouveau européen. Merci à tous, bonne conférence. Bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de venir parler de logement pendant, on m'a dit 1h50 minutes. Enfin, je vais essayer de tenir le timing. Voilà, vous l'avez dit, je suis architecte et maîtresse de conférences à l'école d'architecture de Nancy, où j'enseigne principalement la question du logement, de l'habitat aux étudiants en licence et en master. Et donc à ce titre, on s'intéresse à l'actualité, à la production contemporaine à l'échelle européenne sur ce qui traverse les questions du logement. Donc en architecture, le logement, c'est quand même une branche assez spécifique. C'est vraiment une question qui est à la croisée des enjeux sociaux, mais qui est très fortement dépendante des questions politiques, des politiques publiques de l'habitat, mais aussi du système productif général, financier, matériel, économique, entrepreneurial, réglementaire.
Donc on est vraiment pris dans cet étau entre les besoins sociaux et des questions très concrètes, très contraintes. Et c'est finalement là-dedans que se fabrique l'architecture du logement. Et elle en est souvent l'expression où parfois elle cherche à s'en échapper ou à faire des démonstrations pour montrer qu'on n'est pas obligé d'être toujours dans une espèce de répétition standardisée un peu paresseuse. Donc c'est plutôt dans ce contexte-là que je voudrais vous emmener voyager un petit peu ce soir. Peut-être aussi, pour introduire le petit voyage, commencer par parler des ressources documentaires qui sont à notre disposition sur cette question. Il y a des rayons entiers de librairies, de bibliothèques, de médiathèques consacrés à cette question. Je voudrais simplement lire un petit passage de cet ouvrage très accessible et vraiment qui est une excellente porte d'entrée, écrit par une sociologue qui s'appelait Monique Eleb, qui a été enseignante en école d'architecture, je ne sais plus laquelle, à Paris, et qui a toute sa carrière travaillé sur une évaluation sociologique dans le domaine du logement. Et elle a produit ce petit ouvrage qui s'appelle Les 101 mots de l'habitat à l'usage de tous, qui est un abécédaire. Et donc, à la lettre A, on trouve un paragraphe qui s'appelle « Architecture domestique, société et généalogie de l'habitat ». Je vous en lis l'extrait, ça résumera très bien toutes les questions qu'on va se poser. L'architecture domestique, du latin classique domesticus, de la maison, de la famille, est la branche de cette discipline qui traite de l'habitation, qu'elle soit maison, appartement ou logement. Jusqu'alors fixée sur les grandes demeures, la réflexion sur la distribution, sur l'organisation des habitations, marque le départ au début du XVIIe siècle de l'architecture domestique comme branche à part entière de l'architecture en France. L'architecture privée, civile, donc opposée à religieuse ou militaire, celle de la maison, est cependant la moins privilégiée de ce domaine. Elle est considérée comme un art mineur pendant des siècles, et pourtant nos villes sont, dit-on, constituées de 80% de logements. Mais pour conquérir un nom quand on est architecte, mieux vaut construire un musée. Et pourtant, plus que tout autre domaine de l'architecture, elle nécessite l'acquisition d'un savoir sur la société, sur les usages et les valeurs des habitants pour lesquels on construit. Les auteurs de traités, mais aussi les architectes praticiens, vont travailler à codifier ce nouveau domaine de l'architecture pour tenter de le rendre scientifique et adapté aux usages de leurs contemporains. Les Anglais, à travers l'idée de comfort, sont les premiers à mettre en relation les rapports entre architecture domestique et mentalité. Mais la plupart des grands traités d'architecture sont aussi des traités de savoir-vivre dans les lieux. César Daly l'affirme, « L'histoire de l'architecture privée ne se comprend guère sans être étudiée avec celle de la famille ». Cette architecture s'adapte en effet aux grandes lignes d'évolution des conceptions de l'individu, de la structure du groupe domestique et de la sociabilité telle qu'on la conçoit à chaque époque. Tout changement sur un terrain modifie l'autre. Les traces de l'évolution des mentalités peuvent se lire à travers l'organisation des habitations, qui apparaît comme un véritable témoignage des différents arts de vivre inscrits dans une culture. Les travaux de nombre d'ethnologues nous ont montré que l'organisation d'une société, notamment les rapports hommes-femmes et les règles de filiation et de transmission, mais aussi les rapports marchands et les systèmes de production, est aussi importante que le climat et les matériaux pour expliquer la forme de l'habitat. Observez aujourd'hui ce que les habitants souhaitant construire en autopromotion demandent aux architectes est une véritable indication de l'évolution des mœurs, des usages, des valeurs, mais aussi de la démographie. Donc dans cette entrée de cet abécédaire, on balaye à peu près tous les termes qui sont pris entre des questions sociales et des questions de système productif. Donc il y a une série d'ouvrages récents que je voudrais simplement vous pointer pour parler de la situation actuelle et des blocages, parce qu'on est quand même, depuis plusieurs décennies, on est constamment dans une crise du logement, on n'arrête pas d'en parler. Donc il y a un excellent ouvrage de Isabelle Rey-Lefebvre, qui est une ancienne journaliste au Monde, qui a écrit « Halte à la spéculation sur nos logements, les solutions pour habiter à nouveau les villes » et qui décrypte en fait les mécanismes financiers qui, selon elle et selon son analyse,
sont la source en fait de la crise du logement. On n'a pas forcément une crise quantitative ni une crise productive du logement, on a surtout une crise financière sous-jacente qui impacte directement le logement parce que le logement n'est plus vraiment considéré comme un droit fondamental mais plutôt comme un produit financier et il est pris dans cette nasse des flux financiers et finalement le logement est à l'image de la répartition des richesses dans le monde, c'est-à-dire avec de fortes inégalités. Des initiatives aussi d'un collectif qui s'appelle House Europe, qui en ce moment vous invite à signer une pétition pour essayer de déclencher une initiative citoyenne à l'échelle européenne pour inscrire la question de la rénovation du logement et interdire la spéculation sur le logement à l'échelle européenne. Donc on voit qu'il y a une mobilisation et une identification en tout cas d'un point de blocage puisque aujourd'hui le logement fait partie de ces opérations immobilières où, en fait, qui sert non pas à loger les gens, mais en fait à entretenir une machine spéculative pour détruire, revaloriser du foncier, réalimenter les entreprises de BTP, etc. etc. Et donc c'est un cycle. Le logement est véritablement une marchandise. Il y a aussi des ouvrages qui s'intéressent à des alternatives, des expériences réussies. Donc toujours cette fameuse Monique Eleb, voilà, un ouvrage relativement récent sur la question de la cohabitation, ensemble et séparément, des retours d'expérience d'un bailleur bordelais qui est à Nice, ensemble à l'ouvrage comme Coopérer fait habiter, qui voit aussi comment l'animation, la question de la gouvernance, de la concertation peut faire émerger des nouvelles spatialités. Et puis aussi des retours d'expérience sur les coopératives d'habitat suisse, choisir l'habitat partagé, l'aventure de Kraftwerk, dont je vais parler un tout petit peu après. Kraftwerk étant le nom d'une coopérative suisse historique composée d'habitants qui a produit plusieurs opérations absolument remarquables. Et puis pour les architectes, pour les amoureux des plans, voilà, il y a tout un corpus, donc un savoir constitué sur comment on spatialise, comment on conçoit des logements, comment on travaille typologie, assemblage, distribution, partition, usage, flexibilité, comment tout ça, ça prend corps dans l'architecture. Donc il y a des ouvrages, des monographies qui sont des véritables corpus. Il y a des numéros spéciaux consacrés au logement dans les revues spécialisées. Donc tout ça est un milieu très vivant et en constante évolution. Donc, mon intervention va se dérouler en 3 points. Je vais vous emmener un petit peu en Suisse pour parler de la question de l'espace, du temps et des commodités. Voilà comment aujourd'hui en Suisse on a d'excellents exemples sur la réinterprétation des espaces communs. On partira ensuite en Espagne pour voir comment les Espagnols se sont emparés de la ressource donc de l'éco-construction et puis aussi du bioclimatisme. Et puis on reviendra un petit peu en France pour essayer de retrouver des exemples actuels sur des lignes qui bougent sur la conception de l'habitat collectif et puis aussi des questions d'échelle et de densité avec le développement de ce qu'on appelle ici l'habitat intermédiaire. Première étape, on part en Suisse. On pourrait croire que la Suisse est une sorte de Luxembourg, il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a jamais de crise. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. À Zurich notamment, dans les années 80, il s'est produit une crise immobilière, une crise d'abord financière puis immobilière, qui a conduit à une grave crise du logement avec un taux de chômage notamment chez les jeunes qui avait explosé et puis une saturation de l'accès au logement qui a produit vraiment une crise du logement surtout pour les plus jeunes. Et donc dans ce terreau-là s'est développé plusieurs groupes un peu utopistes, alternatifs, qui ont d'abord écrit des manifestes. C'était des groupes assez politisés, très à gauche, qui voulaient réécrire des règles de société, de vie en communauté. Ça a duré comme ça pendant une dizaine d'années. Et puis ce groupe, avec trois hommes à sa tête, a maturé.
Et puis à un moment, on trouvait une opportunité de passer à l'action. Donc ils ont concrétisé cette utopie qui avait été mûrie en disant qu'on pouvait organiser autrement le vivre ensemble, se loger, travailler, partager, cohabiter, faire société à l'échelle d'un groupe qu'ils estimaient de 500 à 700 personnes, donc une sorte de gros îlot. C'était à peu près ça l'idée. Ça prend corps dans l'histoire des coopératives d'habitants. Coopérative d'habitat, donc en tout cas c'est un système, c'est un mode de production qui existe depuis le début 20e. En France, on avait des coopératives d'habitat, c'était un statut qui a été démantelé dans les années, j'ai plus la date exacte, mais je pense que ça doit être avec la loi Chalandon 70, si je dis pas de bêtises, voilà, on a retiré en tout cas ce statut et qu'on ne pouvait plus faire de coopérative d'habitat. Ça revient. En tout cas, en Suisse, ce statut existe, ce dispositif existe. Ça permet de créer une sorte de société où on peut produire de l'immobilier en décorrélant la propriété, l'usage de la propriété. C'est-à-dire on n'est pas propriétaire de ses murs ou de son logement, on est sociétaire d'une coopérative, on détient des parts de l'ensemble et en parallèle, on loue son droit à habiter une partie de cet ensemble. Donc c'est un système anti-spéculatif, à but non lucratif, et aujourd'hui c'est une bonne solution pour décorréler notamment la valeur du foncier et empêcher la spéculation sur le foncier pour permettre à tous d'accéder à un logement abordable. Donc dans ce contexte-là, au début des années 90, il y a une opportunité foncière dans un quartier en grande mutation, entre guillemets, profitant du crash immobilier qui se produit à Zurich avec des terrains qui ne trouvent plus preneurs parce qu'ils ne sont plus assez lucratifs pour les investisseurs. Cette coopérative, Kraftwerk, trouve oreille auprès des banquiers et de la ville qui leur permet d'accéder à un prix relativement convenable à cette propriété, voilà, à ce grand terrain sur lequel ils vont bâtir un ensemble de 4-5 immeubles. Et aujourd'hui, je vais donc m'attarder simplement sur le plus grand, l'immeuble principal au centre. Dans cette architecture, vous voyez, très quand même rigoureuse, voilà, et on trouve une très grande qualité spatiale et une très grande diversité d'espaces et de logements. Je voudrais juste attirer votre attention sur ces chiffres ici, déjà sur la mixité typologique. Alors, vous ne voyez rien, mais moi je vois. Donc, on trouve des logements ateliers qui font entre 70 et 90 mètres carrés. Ensuite, des logements de type 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres, avec des surfaces relativement proches, à peine supérieures à ce qu'on trouve en France. Le logement de 2 chambres, c'est 75 mètres carrés, vous voyez, c'est à peine plus grand que ce qu'on trouve en France. Et puis on trouve aussi des grands logements, des logements de 6 chambres, 6 pièces, 7 pièces, donc c'est 5-6 chambres, qui vont faire jusqu'à 180 mètres carrés. Et on trouve aussi des cohabitations. Donc des appartements qui sont spécifiquement conçus pour faire de la colocation, de la cohabitation, qui vont faire jusqu'à 270 mètres carrés pour cohabiter à 10-12 personnes. Et ça, c'est du neuf. C'est pas de la rénovation avec une opportunité, c'est vraiment conçu pour ça. Et dans ce genre d'opération, dans les coopératives, eux, ils ont un indicateur, en tout cas qui leur tient beaucoup à cœur, c'est le ratio de mètres carrés par personne. Donc ils calculent ça, ils voient le nombre de personnes qu'on peut loger, ils prennent le nombre de mètres carrés, ils divisent par le nombre de personnes qu'on accueille, et ils essayent d'atteindre 30-35 mètres carrés. Ici, ils sont à 35 mètres carrés par personne. Vous allez voir ce qu'on trouve à l'intérieur en termes d'espace partagé et de qualité de vie privative. Donc rapidement sur déjà les typologies de logements. Derrière cet immeuble qui de premier abord apparaît comme un énorme bloc, on trouve des tas de logements très différents, des tout petits, comme ça, avec une chambre, une pièce, une loggia, tout simple, des très grands, des triplex qui servent à cohabiter,
Donc chacun sa chambre et sa petite salle de bain et des grands espaces de vie partagés. On trouve tout ça dans une construction très rationnelle, très économique, où vraiment l'idée c'est pas de fioriture, on mise tout, on met tout l'argent dans les qualités spatiales. Donc sur la coupe ici de gauche, vous voyez ce qui est grisé, c'est les parties communes. Donc on comprend, enfin c'est presque toutes les parties communes. Vous comprenez qu'au rez-de-chaussée, la partie grise correspond à un hall d'entrée qui va se déployer sur toute la longueur du bâtiment. Et aux étages, certaines circulations d'escaliers vont se retrouver continues. On va pouvoir traverser tout le bâtiment sur toutes les cages d'escalier pour pouvoir aller voir n'importe quel voisin. On n'est pas chacun dans sa cage d'escalier, en restant au sec à l'intérieur. Et sur le dernier niveau, il y a une toiture terrasse commune partagée par tous les résidents. Et dans ce système-là, qui est déjà assez complexe, on trouve en plus vous voyez, des logements traversants avec 2 orientations, des surhauteurs, des jeux de demi-niveau, donc vraiment un déploiement de qualité spatiale pour éviter l'uniformité et proposer à une diversité de personnes, de profils, de situations, de générations, d'habiter ensemble. Donc voici un schéma qui montre le système de circulation intérieure. Le rez-de-chaussée est continu, donc les différentes entrées aux cages d'escalier, mais tout le rez-de-chaussée est traversable à tous, parce qu'au rez-de-chaussée, on va trouver beaucoup de locaux communs, buanderie, librairie, atelier vélo, etc. Et puis ensuite, chacun a sa cage d'escalier. Et à certains niveaux, on peut retraverser pour se promener partout. Et ensuite, on accède à la toiture jardin. Donc en plan, ça donne un système de ce type. Vous voyez en bleu les cages d'escalier. Quand on regarde ce plan-là, on voit une architecture très rationnelle. Il n'y a pas de complexité structurelle. C'est très profond, ça fait 20 mètres de profondeur. C'est extrêmement profond pour des bâtiments de logement. Donc on voit que les appartements s'étirent dans la profondeur, vont chercher vraiment jusqu'au centre. Et donc ici, on a un aperçu des espaces partagés à partir du rez-de-chaussée. On va avoir déjà l'allée de distribution extérieure fait aussi partie des espaces communs, puisque c'est à l'intérieur de l'îlot, c'est un espace résidentiel. On va trouver un hall d'entrée chez Kraftwerk, c'est comme ça, c'est un lieu de convivialité. Les buanderies communes, un salon commun avec un piano, une librairie. Il y a des ateliers vélo et tout ce qu'il faut. Dans les étages, les circulations sont traitées avec une très très grande économie de moyens, mais contrairement à nos cahiers de location, enfin nos règlements intérieurs franco-français, on a le droit d'y mettre quelque chose, donc c'est appropriable. Il y a au droit de chaque porte une petite vitrine qui peut être soit laissée libre, et donc on peut voir et avoir un contact visuel avec les personnes qui vivent si elles le souhaitent, ou alors elles peuvent être obturées, et puis les gens personnalisent, merci, voilà, avec ce qui leur tient à cœur. En tout cas, ça donne un premier contact. On peut laisser ses chaussures dans des étagères, on peut y déposer une œuvre d'art, et tout ça se passe absolument très bien, parce que nous-mêmes, en tant que visiteurs, on peut entrer dans ces halls sans devoir biaiser par plusieurs interphones. Donc il y a une forme de système collectif un peu induit qui fait qu'on est libre et on peut se promener, mais c'est toujours dans le respect du confort de chacun des résidents. Et puis voilà, on accède à la toiture terrasse commune. Donc le jour de la visite, c'était vraiment pas bien, c'était un mois d'octobre particulièrement froid, mais on imagine les qualités d'usage qui peuvent se déployer sur cette terrasse commune. Ça, c'était un peu la première concrétisation du système de coopérative d'habitat suisse, détenu par des citoyens et pas par des institutions. Et ça a donné en fait le point de départ à plusieurs autres expériences. En fait, ça a entraîné, ça a fait un effet de boule de neige, et il y a vraiment eu une démonstration que oui, c'était possible.
Deuxième réalisation dans la foulée, donc là on est plutôt dans les années 2010, pareil, un nouveau quartier au centre ici, nouveau terrain sur lequel la ville de Zurich lance un appel d'offres parce qu'un quartier en mutation, etc. Et donc c'est un regroupement de plusieurs coopératives qui s'associent pour aller chercher ce terrain. Vous voyez qu'il y a plutôt d'une échelle à attirer des grands groupes de promotion privée, quoi. Donc là, c'est obtenu par le projet défendu par plusieurs coopératives d'habitat. Ils font appel à des architectes urbanistes, une agence qui s'appelle Duplex Architekten, qui vont faire le plan guide, qui vont déterminer la volumétrie, l'implantation des bâtiments, et ensuite plusieurs agences d'architectes vont développer les bâtiments. À droite, à votre gauche, vous avez le plan masse du quartier. J'attire votre attention, vous voyez que par rapport au tissu environnant, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire on n'est pas dans des grandes formes comme dans les années 60-70, des équerres-pliées, des barres. On n'est pas non plus dans du tissu un peu pavillonnaire ou un peu intermédiaire, comme dans les années 50-60 aussi ou avant. Là, il y a une sorte d'urbanisme qui forme des placettes, c'est des plots sur un terrain, mais qui vont se rapprocher ou s'espacer, qui vont former toute une série de placettes, d'allées, qui vont casser les perspectives. Donc il y a un côté finalement un peu pittoresque dans le tracé de ce plan masse, qui rompt avec les logiques de grandes perspectives ou de grands alignements. Donc on voit ici le plan de rez-de-chaussée, en tout cas du plan masse à l'échelle du quartier. Vous voyez que ça va produire plein de sous-espaces, des passages plus étroits, des dilatations, des perspectives un peu bloquées qui vont se redévoiler ensuite. C'est vraiment c'est poreux, mais c'est tenu. Et les architectes de Duplex vont eux-mêmes réaliser un de ces immeubles, celui qui est entouré en rouge, avec cette idée de chercher véritablement la typologie qui serait spécifiquement faite pour cohabiter à plusieurs foyers ou plusieurs personnes à l'intérieur de grands appartements. Donc c'est la même idée que ce qui avait été initié dans l'opération de Kraftwerk précédente, mais là c'est poussé encore plus loin. Et ils produisent ce plan d'étage dans le bloc qu'ils vont dessiner, avec un mimétisme absolument surprenant entre le plan d'étage et le plan masse. Ce que vous voyez en contour noir plus appuyé, ce sont en fait des cellules privatives, c'est l'unité minimale, c'est une chambre, une salle de bain, une kitchenette, parfois une deuxième petite pièce associée, ou alors ça peut être deux chambres. Ça, c'est vraiment l'unité totalement privative, et les personnes qui vivent là vont partager avec les autres habitants les grands espaces, grande cuisine, grands salons, coins bureaux, etc., très généreux, qui vont se déployer entre ces petites unités intimes. Donc vous voyez en bas, là, ici, en rose, c'est ce qui est partagé, et ce qui est laissé blanc, c'est ce qui est individuel. Ça veut dire que finalement, quand on est une personne peut-être âgée qui vit seule, ou quand on est une personne qui a divorcé récemment et qui décohabite et qui a besoin de retrouver un logement de petite taille, peut-être pour accueillir son enfant un week-end sur deux, enfin toutes ces situations, ou un jeune actif, ou un jeune couple, eh ben, vous pouvez cohabiter, vous pouvez habiter non pas dans un logement qui fait 50 mètres carrés, et que vous ne pouvez rien faire d'autre que dormir et manger, voilà, mais vous pouvez avoir un confort de vie absolument incroyable avec des gens autour de vous, tout en ayant votre intimité, voilà, et partager cette grande cuisine, ce beau salon, voilà, dans une architecture vraiment spécifiquement étudiée pour. Ce qui est intéressant de voir, c'est dans l'expression même du bâtiment, on retrouve cette hiérarchie, puisque ces grandes fenêtres ici correspondent aux grandes pièces partagées, et les petites fenêtres correspondent à ce qui donne sur les petites pièces, sur les petites unités privatives.
Je continue avec la dernière opération suisse. On est toujours, là on est à Bâle. Et à Bâle, il y a eu récemment un projet très très remarqué qui s'attaque à la question de l'existant. Donc il s'agit de la reconversion d'un ancien entrepôt de vin en logement, locatif. En tout cas, c'est créé par, c'est produit par Stiftung Habitat, donc c'est la Fondation pour l'habitat, c'est l'équivalent du bailleur social de l'agglomération bâloise. Dans un quartier toujours en mutation, avec un ancien quartier industriel et d'activités qui mutent et qui se transforment en quartier résidentiel. Ici, c'est l'agence Esch et Sinsel de Zurich, qui est une agence qui a une production absolument remarquable, qui entreprend cette reconversion, vous allez voir, à couper le souffle. Donc là, ça, c'est l'état existant, c'est le bâtiment tel qu'ils l'ont trouvé. Ce fut un entrepôt, ça a été repris pour faire un petit supermarché, etc. Et donc ça se situe dans ce tissu. Vous voyez, ce qui est en vert, ça va évoluer. En tout cas, c'est le plan de développement. Et ce bâtiment occupe une place un petit peu en longueur qui s'étire dans un îlot. Donc l'état d'origine, ce qui est marquant, c'est surtout la structure de ce bâtiment, avec ces très puissants poteaux champignons qui tiennent des dalles très résistantes pour supporter des charges absolument énormes. Et puis des façades qui présentaient quand même assez peu d'intérêt, et surtout dans les étages supérieurs. Donc le projet de Esch et Sinsel, ça va être de tirer le meilleur profit, parti de cette structure existante. Donc ce qui est en noir, c'est ce qui a été conservé. Vous voyez aussi l'importance du sous-sol qui aura permis de recréer un niveau pour faire même du parking enterré. Et puis de garder les 3 niveaux existants qui ont des hauteurs assez différentes. Et tout ce qui est rouge, c'est créé, c'est-à-dire que ça a encore permis de créer autant de niveaux et même d'épaissir encore le bâtiment pour offrir un nouveau système de façade très qualitative à cet ensemble. Donc il y a presque autant d'ajouts que d'existants. Le chantier semble avoir été quand même un sacré moment, puisque voilà, le bâtiment, toutes les façades ont été rognées, une partie des dalles découpées, les dalles reprises temporairement par des grumes qui vont après rester en place. Et là, on voit les différentes hauteurs proposées à l'intérieur de la structure. Donc un avant-après, où on peut retrouver l'intégration d'une qualité urbaine de ce pignon de supermarché. Et puis une sorte de rationalité dans le dessin des façades. Il y a un dessin pour les pignons et puis un dessin pour la grille des grandes façades linéaires qui va proposer une sorte d'épaisseur qui vont accueillir tous les balcons dans une structure légère rapportée sur la structure initiale. En coupe longitudinale, on voit déjà qu'une grande diversité d'espaces va pouvoir être proposée. On voit le rez-de-chaussée qui va, comme à Kraftwerk 1, être complètement traversant pour donner l'unité de l'ensemble. 2 niveaux de logement, et puis ensuite à nouveau une grande traverse, et puis des logements, et puis encore quelque chose sur le toit. C'est un peu la grande machine à habiter. Le plan du rez-de-chaussée, qui, avec la manière dont le bâtiment s'adresse à l'espace public, d'un côté, une nouvelle voirie, et puis il y a un jardin public de l'autre côté, des effets de pontons qui mettent à distance les logements du rez-de-chaussée du domaine public, et puis la présence systématique de ces poteaux champignons qui va devenir le marqueur de l'opération. Donc si on zoome un petit peu, on voit l'importance donnée en tout cas à la séquence d'entrée. On ne calcule pas la plus petite surface possible, au contraire on considère que c'est une véritable réplique un petit peu du domaine public à l'intérieur du bâtiment. En plan d'étage, je ne m'attarde pas, mais vous voyez qu'on est encore dans une très grande profondeur, ça fait 20 mètres, donc des appartements étroits, très profonds, qui vont chercher une qualité grâce aux façades très très vitrées pour laisser la lumière pénétrer jusqu'au plus profond des logements
et profiter des deux vues. Ça, c'est dans la partie qui est prise dans la structure existante. Donc on voit un petit zoom sur les plans. Une décision assez intéressante des architectes, c'est de se rendre compte qu'ils n'arriveraient jamais à s'aligner sur les poteaux comme devenant les diviseurs du plan. Donc voyant que ça ne marcherait pas dans la trame, ils ont décidé de faire l'autre règle, c'est-à-dire de dire le poteau est au milieu, et finalement le poteau redevient une sorte de point d'articulation du plan, du logement, et encore plus mis en valeur dans l'espace même du logement, avec un travail assez fin sur les parties qui sont enduites peintes et les parties qui sont poncées et laissées brutes à l'intérieur même de l'appartement. Dans les parties supérieures, là où la surélévation a été opérée, on va trouver d'autres typologies plus banales, toujours aussi efficaces, des duplex imbriqués, des duplex distribués par une... C'était... Ça ne marche pas. Des duplex distribués aussi, ou des logements distribués par une grande coursive commune qui est aussi la terrasse commune des appartements. Donc là, on voit une cuisine qui donne sur la fameuse coursive commune. Un niveau haut de duplex avec une double hauteur. Ah mais ça y est, on a le pointeur en fait. J'ai bien fait de le faire tomber. Voilà, avec... vraiment, ça marche pas. Avec une double hauteur qui donne sur le niveau inférieur de l'appartement. Et puis, dans les parties communes, on a une très grande générosité de circulation. Il y a un travail incroyable qui est fait sur la signalétique, parce qu'il y a quand même beaucoup d'appartements, beaucoup d'entrées, beaucoup d'escaliers, beaucoup de niveaux. Donc il y a tout un code de couleurs qui a été fait, qui accompagne le parcours des résidents et de leurs visiteurs, qui permet aussi de qualifier les structures conservées et puis le rythme des structures rapportées. Dans les parties supérieures, donc je vous parlais de cette fameuse galerie, coursive de distribution pour les appartements des deux derniers niveaux. On voit que ça se détache de la silhouette du bâtiment. On a ici les parties courantes avec les appartements très profonds. Et puis ici, on voit une galerie qui se déploie et encore en retrait un niveau de terrasse commune. Voilà ce que deviennent les galeries de distribution extérieure, les coursives, quand elles sont suffisamment dimensionnées pour pouvoir permettre à la fois le passage et une surface d'appropriation. Et puis ici, la terrasse couverte commune qui permet à tous les résidents de se retrouver pour des festivités ou des moments de rencontre à l'abri du domaine public. Donc ce qui est remarquable dans cette opération, c'est déjà la démonstration de reconversion d'une infrastructure presque industrielle, là, cet entrepôt qui était très massif, et puis l'idée d'un parcours et d'un travail vraiment très fin qui s'intéresse au point de contact avec le domaine du collectif, c'est-à-dire le rez-de-chaussée et l'attique, pour proposer une gradation du sol jusqu'au ciel sur les différentes qualités de l'habité. J'aborde la partie sur l'Espagne, on va essayer de se réchauffer un petit peu. Donc en Espagne, il semble que l'avant-garde architecturale d'aujourd'hui prenne un peu sa source dans la grave crise économique que le pays a traversée en 2008. Vous savez, quand on a été frappé par le crash de 2008, l'Espagne a vraiment, vraiment beaucoup souffert, plus que les autres pays européens. Je vous lis simplement un petit propos d'un architecte enseignant de l'université de la Corogne qui s'appelle Carlos Quintans, qui témoignait récemment, qui disait « Comme d'autres pays, l'Espagne a fait le pari d'un modèle de croissance basé sur la construction et l'investissement immobilier. » Je cherche ma citation. J'ai plus de souris. Non. Ah oui, je vais essayer avec le pad. Oui, merci.
Comme d'autres pays, l'Espagne a fait le pari d'un modèle de croissance basé sur la construction et l'investissement immobilier. Ce modèle était soutenu par la classe politique et les banques au-delà de toute rationalité. La crise de 2008 a paralysé le secteur de l'immobilier et interrompu les processus de construction initiés, laissant en héritage des millions de mètres carrés mal exécutés ou à l'abandon. À l'heure actuelle, nous sommes confrontés à une réalité bâtie qui n'a pas encore été digérée. Nous sommes contraints d'assimiler les échecs du marché immobilier, mais aussi les excès d'une architecture d'auteur qui glorifiait l'ego des architectes et des politiciens qui en étaient les promoteurs. Donc ça, c'est le point de départ, je pense, d'une nouvelle génération qui maintenant œuvre et est vraiment à la pointe du renouveau d'une pensée sur l'architecture et sur le logement en Europe. Peut-être un exemple un des plus éclatants, ça se situe sur les îles Baléares à Majorque, avec un bailleur social qui s'appelle Ibavi, qui semble en tout cas s'être complètement emparé de cette situation de crise et traiter depuis ses propres moyens l'émergence d'une alternative. On va voir 6 logements en plein centre de Majorque qui ont été livrés en 2023. Vous voyez, on est dans un contexte d'une petite bourgade, un village en périphérie de la zone bâtie. On parle de cette construction ici qui ne se distingue pas beaucoup du bâti traditionnel. Dans ce petit immeuble, ce petit bâtiment à R+1, on va trouver donc 6 logements implantés en limite de village. Et vous semblez déjà deviner que c'est construit en pierre massive sur la photo. Donc on voit une architecture très simple, vernaculaire, sans aucun artifice, tramée. Une façade arrière avec des petits jardins. Et si on regarde comment c'est construit, on voit que c'est vraiment une représentation. Donc ça, il faut que vous imaginez que vous êtes en dessous. Vous la voyez, l'axonométrie? Des fois, ça prend un peu de temps pour le cerveau de se mettre en dessous. C'est comme si on regardait par-dessous. Donc on voit qu'au rez-de-chaussée, c'est bâti vraiment en pierre massive et plutôt en gros appareils avec un système de voûte. Et qu'au premier étage, on est plutôt dans le registre du grenier avec un grand plateau qui surplombe la voûte et simplement couvert par une charpente, ce qu'il y a de plus traditionnel. De ce principe constructif, les architectes vont tirer finalement l'organisation interne du logement. Donc il y a 3 logements, 3 appartements comme celui-ci. On est au rez-de-chaussée. À chaque fois ici, on a une voûte. Les piles qui permettent de supporter les voûtes, et puis dans les travées laissées libres, on a les pièces, donc on entre, je suis perdue sur mon plan, pardon, je pense qu'on entre là, salon, et puis simplement des parois avec des portes toutes simples qui séparent les chambres, une pièce de jour traversante, et puis dans les épaisseurs, on va trouver les fonctions humides, les fonctions techniques, bien rangées dans la façade épaisse. Donc mine de rien, cette pensée constructive, elle va permettre de travailler avec une ressource très limitée, c'est de la pierre massive extraite localement, et puis de réactiver aussi tout un savoir vernaculaire sur le bioclimatisme, sur la protection des fortes chaleurs, grâce à ces façades très, très épaisses. Et à l'intérieur, donc ça donne ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus de plaques au plâtre, il n'y a plus d'enduit, il n'y a plus de sol souple en plastique, il n'y a plus de porte en carton alvéolaire, voilà, il n'y a vraiment que la structure. Et ça peut paraître assez déroutant parce que, en tout cas, ce qu'il démontre, c'est que si on veut vraiment changer de paradigme, il va aussi falloir faire évoluer cette espèce de code esthétique de l'architecture du logement. On n'est plus chez Leroy Merlin, c'est plus comme ça, et on ne vit que dans la structure du bâtiment qui tient le choc et qui nous protège des intempéries et de la chaleur. On voit la très grande économie de moyens.
Les parois sont des simples panneaux de bois qui font cloison, porte coulissante, porte battante, qui séparent les sous-espaces à l'intérieur de la travée de voûte. On voit, ça forme des alcôves, des retraits, ça protège de la chaleur. Avec plusieurs pièces, voilà, une situation de traversante entre le séjour et la cuisine. La chambre, les alcôves qui peuvent permettre de ranger les logements, enfin les vêtements, pardon. Et puis, inévitablement, toujours ces brasseurs d'air qui maintenant, je pense, est un invariable, il va falloir en avoir partout. Et à l'étage, on rentre un peu dans l'autre domaine qui est celui plutôt du grenier. Donc on voit que l'espace est complètement libéré puisqu'on n'a plus besoin de piles intermédiaires pour supporter la charpente. Elle peut franchir de façade à façade en une seule fois. Donc on a juste un grand plateau surplombé de la charpente et puis quelques cloisons qui viennent s'aligner pour partitionner les pièces. Donc on arrive ici dans la montée d'escalier. On voit tout de suite qu'on va rentrer dans le domaine de la charpente. Grande pièce, libre. Des parois qui peuvent plus ou moins s'ouvrir ou se fermer pour mettre les pièces en communication ou les rendre indépendantes. Voilà. Puis toujours le même système de façade. Quand on a vu ces projets se publier, commencer à arriver il y a 3 ans à peu près, les premières opérations sont sorties il y a 3 ans, on s'est dit mais comment est-ce possible qu'un bailleur social arrive à produire des logements comme ça, en fait. C'était incroyable. Et je trouve que ça ouvre en tout cas des très belles perspectives sur le renouveau d'une pensée, de dire qu'il faut peut-être qu'on bricole si on se dit qu'il suffit de rajouter un label ou de rajouter une pompe à chaleur. Peut-être que cette rupture radicale aussi avec l'imaginaire du logement, elle va permettre d'ouvrir des nouvelles voies chez toutes les parties prenantes, quoi, que ce soit les architectes, les bailleurs, les politiques, enfin je ne sais pas, mais je trouve que c'est vraiment un exemple tout à fait saisissant d'un véritable renouveau. Un exemple similaire donc, à Ibiza, toujours par le même bailleur, mais là cette fois c'est pas de la maîtrise d'œuvre interne, c'est une agence d'architecture externe qui a conçu avec un peu la même philosophie. Donc ça c'est un petit bloc. On voit ici, là, un tout petit bloc rangé dans un quartier le long d'une voie. Tout est construit sur une histoire de carrés sous-divisés. Et donc c'est un grand carré divisé en petits carrés, donc qui permet d'être creusé et sur lequel on a posé des serres bioclimatiques pour aussi travailler à des ventilations traversantes et puis à des multiples orientations des logements. Donc on voit en silhouette ce que ça produit, ça correspond bien à ça. Toujours pareil, une grande rationalité constructive, il n'y a pas de porte-à-faux, il n'y a pas de trucs arrondis, il n'y a pas d'exploits structurels, c'est que des petites portées. Ça se répète, c'est tout simple. Là, on voit le plan, vous voyez, très rationnel, les 4 patios. C'est très inspiré de l'architecture méditerranéenne, de l'architecture islamique, de cette question de la ventilation traversante. En couleur, juste pour vous montrer la répétition des plans, c'est que des jeux de symétrie. Donc c'est à chaque fois 2 logements qui vont se partager des vues ou des accès communs sur le patio central. Donc il y a très peu de vis-à-vis, c'est plutôt bien géré. Un détail sur un de ces quarts de plan, vous voyez les 2 logements, donc c'est toujours des vis-à-vis assez mesurés et qui vont permettre d'accentuer les effets de ventilation. Au dernier niveau, on va trouver des terrasses qui vont, vous allez le voir dans la coupe, permettre de favoriser le fonctionnement de ces puits de ventilation des patios. Différentes typologies qui vont trouver accès à des terrasses. Et donc en coupe, voilà, ça se traduit comme ça. Vous voyez quand même une proportion, c'est un peu comme les courettes haussmanniennes. Ça sert plus à ventiler qu'à éclairer.
mais ça permet d'éclairer toutes les cuisines, d'éclairer les salles de bain, de trouver beaucoup de confort. Et puis au dernier niveau, de trouver un débouché un peu plus vaste pour favoriser l'entrée de lumière. Vous voyez ici, les serres bioclimatiques vont avoir un fonctionnement différent l'été et l'hiver. Donc l'été, on va se protéger avec les voiles d'ombrage, et puis par convection, l'air chaud va monter, on va ventiler, ça fait un effet cheminée et on permet à la chaleur de s'évacuer. Et l'hiver, on va plutôt essayer de capter le soleil et de profiter de l'effet de serre pour aller charger en chaleur la maçonnerie de l'intérieur des cours. Un registre de façade très simple, là encore il n'y a pas d'enduit monocouche, c'est la brique et rien que la brique qui est laissée libre, et puis il y a un travail sur le modénature avec des moyens très pauvres, mais qui demandent sans doute aux ouvriers le plus grand soin. Donc c'est aussi de mettre en valeur le geste et la mise en œuvre plutôt que l'application de produits industrialisés. Ce qui se passe au niveau des serres en toiture. La version hiver, la version été avec les voiles. Et à l'intérieur, donc toujours ce même registre, c'est du bloc de terre cuite alvéolaire qui est parfois simplement peint, pas enduit, c'est juste peint, et qui est scié là où il faut laisser les passages. Donc il y a très peu de second œuvre. On voit la vérité constructive telle qu'elle existe dans le projet. Et des vues sur les toitures supérieures. Donc, ça fait l'objet de détails constructifs assez poussés. Comme ça est bizarre, on pourrait se dire oui, mais pour nous c'est pas très intéressant parce qu'en fait c'est pas le même climat. Alors, sauf que vous voyez que quand même c'est quand même isolé, hein, c'est pas juste de la maçonnerie, donc ça protège aussi bien du chaud que du froid. Et moi je pense que c'est des exemples qui vont bientôt nous inspirer parce que le changement climatique va vite nous y amener. Donc c'est construit avec ces fameuses briques alvéolaires qui sont sur les parois extérieures, qui sont remplies de la terre d'excavation du site pour renforcer leur masse. Et puis c'est des systèmes de double mur avec un isolant entre les deux murs. Là on voit que la démarche de remplissage. Et alors il y a aussi l'utilisation d'algues séchées de Posidonie pour faire de l'isolant, en fait, de l'isolant en plancher. Donc c'est une démarche qui est répétée par ce bailleur social qui a été initié dans le cadre d'un programme de recherche. Et donc on voit que toute cette pensée constructive, elle produit une architecture de façade assez traditionnelle avec ces stores, et puis ces stores à l'andalouse, et puis simplement un jeu de chaud qui permet de distinguer les fenêtres des parties courantes. On trouve quelques indications financières. C'est un projet qui est construit pour 1 500 € du mètre carré. Peut-être ça ne vous parle pas, mais alors les architectes, ça nous parle, c'est carrément dans les prix. C'est les fourchettes basses qu'on vise en France. Donc ce n'est pas du tout du logement extraordinaire, c'est du logement qui est compatible avec les coûts de construction standards. Voilà. Simplement, l'argent est mis ailleurs que dans le standard tel qu'on le définit aujourd'hui. Je termine par quelques exemples français. Je suis dans les temps. J'ai pas 10 minutes, c'est super, c'est parfait. 4 exemples français qui vont se répondre un petit peu. En France, on a un problème, c'est qu'on a 85% ou 80% de la population qui veut vivre dans une maison individuelle, mais on n'a que 15% de maisons individuelles et 85% de collectifs. C'est à peu près ça, c'est à peu près symétrique.
Donc on a toujours ces grands débats sur qu'est-ce qu'on produit, pourquoi habiter dans le collectif, etc. Mais on se rend compte que l'habitat collectif, c'est quand même souvent subi et rarement choisi. Peut-être parce qu'il y a des questions de qualité d'espace ou qualité de vie. Je trouve que cette exposition, justement, retrace un peu toutes ces problématiques. Donc il y a deux exemples relativement récents qui permettent d'illustrer cette quête de revaloriser la dimension collective de l'habitat collectif et de sortir de cette impasse où l'habitat collectif se résume à une somme de logements individuels assemblés autour d'une cage d'escalier la plus petite possible. Ici, c'est du logement social à Lille, par une architecte qui s'appelle Sophie Delay, qui n'exerce plus maintenant parce qu'elle est devenue directrice du département architecture de l'EPFL à Lausanne. Donc c'est quand même quelqu'un qui a fait une belle carrière. En 2015, elle propose ce projet à l'OPH de Lille, dans un quartier plutôt très populaire. C'est un concours en conception-réalisation, c'est-à-dire que le chef de l'équipe, c'est pas l'architecte, c'est l'entreprise qui va construire. Donc d'emblée, quand on conçoit dans ce contexte-là, la question du prix, elle est centrale. On ne dit pas, on dessine, puis on verra après combien ça coûte. C'est l'entreprise vend un prix et un projet. Le projet, c'était deux petits immeubles qui se faisaient face de logement collectif. Simplement, il y avait dans le cahier des charges une problématique qui disait il faut quand même de la qualité de vie, que l'unité résidentielle se passe bien, que les gens soient contents d'habiter là. Et elle propose un truc, c'est en fait au lieu de faire un bâtiment avec le nombre d'appartements demandés en R plus 1, 2, 3, 4, 5, au lieu de le faire en R plus 5, elle propose de faire un R plus 6 et en fait à chaque étage d'enlever un appartement et de proposer un espace partagé, un espace commun. Donc ce projet s'appelle le Machu Picchu, parce que vous voyez tout ce qui est en jaune, en fait on peut le gravir de la rue jusqu'à la terrasse supérieure. On peut avoir tout un parcours à travers tout le bâtiment et à chaque étage on a une terrasse collective. L'histoire dit qu'elle a commencé à dessiner. L'entreprise de construction dit oui, est très bien. Ensuite, ils ont pris les dessins, ils ont commencé à chiffrer. Ils la rappellent en disant ça ne va pas du tout, c'est beaucoup trop cher. Forcément, il y avait un étage de plus. Et là, elle a dit bon, j'ai arrêté de décrocher le téléphone. En fait, je les ai blacklistés. Et ils ont été bien obligés de chiffrer, même si c'était trop cher. Et on a été présenter notre dossier au maître d'ouvrage. En arrivant devant le maître d'ouvrage, ils avaient les pires notes d'analyse technique parce que forcément c'était trop cher. Et puis ils ont expliqué le projet et finalement ils l'ont gagné parce que le bailleur social a dit en fait vous êtes la seule équipe qui parle de nos problèmes. C'est-à-dire que notre problème c'est qu'on a des locataires de milieux populaires très modestes, des foyers, des personnes précaires. Et en fait les gens deviennent fous dans les logements qu'on construit, ils deviennent fous, on n'a que des problèmes de voisinage. Donc peut-être que desserrer cette histoire des espaces communs pourrait permettre d'adoucir un peu les relations de voisinage. Donc ils ont tenté le coup, ils se sont entre guillemets payé ça, payé cette expérience, et ils l'ont accompagné. Ça ne s'est pas fait tout seul, il a fallu travailler avec les premiers locataires, déterminer les règles d'occupation, les règles d'usage, et puis après la machine s'est mise en route et ça semble bien fonctionner. Donc on voit ici à chaque étage. Chaque plan c'est un étage, à chaque fois ça se décale et à chaque fois il y a un escalier qui passe d'un étage à l'autre. Ça s'articule avec des appartements tout simples, très rationnels, une grande pièce de vie traversante et puis une travée de chambre avec les blocs de salle de bain au milieu. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la partie cuisine est positionnée au centre, ce qui permet de décider comment on aménage les deux pièces laissées libres, soit côté coursive, soit côté fenêtre. Et on peut décider ce qu'on veut, c'est le sens de ces dessins. On peut y manger, on peut en faire un bureau, on peut décider qu'on mange au salon. Enfin voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est réversible, d'autant qu'à chaque niveau, les coursives changent de côté pour que ça fonctionne avec les terrasses collectives.
Et ça donne voilà, des situations, je trouve, d'une grande tendresse, avec ces coursives qui sont ouvertes sur une pièce qui est peut-être la cuisine ou le coin repas, qui est comme une rue suspendue, et qui permet des relations de voisinage apaisées, avec de l'espace pour tous. Quand même des belles situations en balcon sur le panorama lillois. Donc cette opération, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Je retire des ratios pour les connaisseurs. C'est la question du ratio CHAB sur SHON. CHAB, c'est la surface habitable, et SHON, c'est la surface de plancher, compris les murs, voilà, compris la surface occupée par les parois. En France, on a une obsession avec ce ratio, que ce soit en logement social ou en logement privé. On nous dit qu'il faut que ça fasse entre 0,85 et 0,90. Mais 0,90, c'est quand même mieux. Enfin, donc on comprend que moins il y a de surface commune, mieux c'est. Parce que la surface qu'on loue ou qu'on vend, c'est la surface habitable. Tout le reste, la surface de couloir, la surface de palier, la surface de tout le reste, bah, ça ne se vend pas, ça ne se loue pas. Donc moins il y en a, mieux c'est. Et moi, vraiment de plus en plus, je crois que c'est ça qui nous rend fous avec le logement collectif, parce que ça ne marche pas. On voit bien que ça ne permet pas d'habiter ensemble, d'habiter l'un au-dessus de l'autre, l'un à côté de l'autre. C'est juste pas possible, c'est indigne. Et donc on voit dans cette opération, c'est pas incroyable, on s'est autorisé 0,78, ça va. Voilà, personne, on n'a pas coulé la boîte. Tout le monde a quand même pu et le financer et continuer ses activités. Donc je pense qu'il faudrait travailler sur ces ratios, même dans le cadre de politiques publiques, pour faire admettre que c'est un facteur de qualité, que s'il est un peu plus bas que l'optimum économique, eh ben c'est plutôt mieux et ça pourrait presque devenir réglementaire. On voit aussi que le ratio en surface habitable, c'est 1 530 € du mètre carré CHAB. Donc, encore une fois, ce n'est pas une opération exceptionnelle. Elle a coûté pas cher, comme toutes les autres opérations, pas bien. Sauf que celle-là, elle est bien, voilà, elle est mieux. Donc, on peut y arriver. Je rebondis sur ce projet avec un de nos projets d'agence. C'est un projet qu'on est en train de construire à Bar-le-Duc pour l'Office de l'habitat de Bar-le-Duc. C'est une opération mixte, en fait. Il y a du logement collectif, de l'individuel et de l'intermédiaire. Je fais un petit focus sur le collectif qui se situe ici. Voilà, donc c'est une opération avec différents corps de bâtiments. C'était un concours d'architecture, donc on a planché, voilà, on a fait une proposition avec ce bâtiment collectif. Comme on a beaucoup de livres, on regarde beaucoup d'exemples, voilà, donc vous allez retrouver certains dispositifs. Une grande coursive qui permet de distribuer des logements traversantes, plutôt des petits logements, T2, T3, et puis de l'autre côté, des balcons privatifs qui font la même largeur, la même profondeur que la coursive. On aimait bien cette idée d'avoir une équivalence entre la surface, la qualité spatiale de la partie collective que de la partie privative. Donc à l'étage, voilà, ça donne ça. On se promène, on accède par la coursive avec un ascenseur, 2 escaliers. On rentre chez soi et puis de l'autre côté, on a des balcons. Un détail sur les coursives qui sont larges, donc qui peuvent permettre d'accueillir un peu d'appropriation, un petit salon, les vélos, un peu de jeu d'enfants. Ça devient un véritable espace de voisinage, une rue suspendue. Et puis on s'est dit, allez, on le fait, on a proposé une terrasse sur le toit, parce que ça nous semblait, dans ce petit quartier, un espace intéressant à l'échelle de ce bâtiment, pour proposer un espace partagé aux résidents de l'opération. Et puis on s'est dit, voilà, donc on voit ici, c'est le zoom, ça donne cette petite terrasse sur le toit. Donc le bâtiment en façade publique coursive, il se présente comme ça, avec sa grille construite en bois, en charpente de bois, et puis sa petite terrasse au-dessus. Et on s'est dit, c'est sûr, si on gagne, quand on va commencer à rentrer dans le détail, ça va sauter la terrasse sur le toit, parce qu'il faudra faire des économies, c'est inévitable. Le bailleur va nous dire non, c'était sympa, mais on va l'enlever.
eh ben, c'est le seul truc qu'ils ne nous ont pas demandé d'enlever. On a trouvé des économies sur des tas de choses, on a optimisé, on a rationalisé, et c'est resté. Donc ça confirme encore que ça correspond à une véritable préoccupation des bailleurs pour leurs habitants. Donc il faut vraiment réfléchir à ces sujets. Le dernier thème, c'est la question de l'habitat intermédiaire et notre problème avec la densité. Ici, un schéma sur des densités équivalentes avec des tissus urbains très différents. Il y a des effets de perception qui rendent plus ou moins désirable une densité qui peut être tout à fait identique. Ici, sur ce schéma, on peut avoir une grande tour, ça fait 75 logements par hectare, ou des tas de petites maisons comme de la cité ouvrière, ça fait pareil, 75 logements hectares, ou de l'habitat intermédiaire avec un cœur d'îlot partagé, ça fait aussi 75 logements à l'hectare. Donc on peut comprendre une sorte de grille qui va avec des densités résidentielles croissantes et puis à chaque fois qui fabrique des tissus un peu différents. Ce qu'on aime bien, nous, c'est un peu être là-dedans, c'est entre 50 et 70 logements à l'hectare. On est plus dense que du pavillonnaire où on va être péniblement à 20 et encore quand c'est un peu dense, 20 logements hectares, mais pas encore dans du tissu très dense comme du centre-bourg où on va être au-delà des 100 logements hectares. Et on retrouve ici donc Sophie Delay dans ce genre d'exercice qu'on appelle aussi la densité horizontale, qui en 2008 avait réalisé cette opération de 55 logements dans une ZAC, donc avec un plan d'urbanisme. Vous voyez, c'est cette plaque ici, qui est vraiment à la jonction entre deux tissus, un tissu un peu résidentiel, un peu de faubourg, et puis un tissu de plus grande échelle, plus ouvert, avec cette opération qui comprend donc 55 logements, qui fonctionne un peu comme une petite médina, avec des allées de distribution, une grille perpendiculaire qui fonctionne comme des venelles, et puis des lanières bâties très fines qui font 5 mètres. En fait, c'est 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres, vide plein. Et puis tout ça sur qui permet aussi de cacher une dalle de parking. Donc ça monte, c'est construit au-dessus du parking. Donc ça donne sur les périphéries quelque chose de très lisse, un peu comme une muraille. On va vraiment pénétrer un tissu. La trame s'exprime. Et puis quand on est dedans, on alterne entre des allées un peu principales assez larges qui vont permettre de distribuer certaines entrées, et puis des traverses qu'on voit ici, qui vont donner dans ce genre de venelle, qui vont permettre de traverser dans l'autre sens et de trouver toute une gradation du public au privé pour aller distribuer tous les logements. Donc en volumétrie, on comprend un peu ce jeu de fils de trame et de chaîne, c'est vraiment presque un tissage, avec toute une imbrication de différentes unités, les unes à côté des autres et les unes au-dessus des autres. Donc une échelle tout à fait inédite par rapport aux standards qu'on connaît. Des dispositifs un peu audacieux. Par exemple, en rose, ici, vous avez des pièces indépendantes, c'est-à-dire que certaines pièces appartiennent bien à un logement, mais ne sont pas contiguës au logement. Elles sont de l'autre côté de la cour du logement. Donc c'est des pièces séparées. Et ça, c'était l'idée, on voit mieux, c'était l'idée que, vous savez, dans un logement, on cherche toujours la pièce en plus. On a toujours une chambre, le salon, etc. Mais alors, purée, pour faire la couture, etc., ou pour répéter la batterie, on n'a jamais de pièce. Donc il y avait l'idée d'avoir une pièce en plus qui était totalement isolée et séparée par la cour. Ça n'a pas si bien marché que ça parce qu'en fait, évidemment, ça a été loué comme une chambre parce que c'est du logement social. Donc c'est devenu quand même un peu par la force des choses une chambre qui pose quand même un peu des problèmes d'usage quand on dort de l'autre côté de la cour. Mais c'était une idée, en tout cas, qui avait été retenue par le bailleur. Et puis, il y a aussi quelques cours qui sont communes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre entrée de maison ou maisonnette dans une venelle. Ça va donner sur une cour qui va être qui va aussi être en connexion avec ceux qui habitent dans l'autre venelle. Et ça permet de trouver un point de contact avec des gens qui ne sont pas vos voisins d'adresse, mais vos voisins de cour, pour continuer le tissage.
Et voilà, donc là aussi en retour d'expérience, ils se sont rendus compte que ça marchait plutôt bien, surtout quand les pièces mises en relation étaient des cuisines. Quand c'est des salons, ça marchait moins bien, ça remontre aussi l'intérêt de la cuisine comme espace d'interface. Et je termine avec une autre expérience sur la densité. Ici, c'est pareil, c'est une grosse opération de presque 200 logements à Saint-Jacques-de-la-Lande, à côté de Rennes, de Jean et Aline Harari en 2005. Ici, ça marche parce qu'on a accepté qu'on pouvait faire jusqu'à 50 mètres de distance à pied pour aller rejoindre sa voiture. Et ça change tout. Donc en fait, c'est un ensemble qui est cerné par du collectif assez dense avec le stationnement, etc. Et en cœur d'îlot, il y a tout un tissu de petites maisonnettes imbriquées en équerre autour d'espaces partagés, d'espaces paysagers partagés qui forment encore un réseau de ruelles, de placettes. Et puis un jeu assez savant d'imbrication de plans en L qui permet parfois même d'avoir des logements superposés mais qui ne vont jamais être en surplomb l'un de l'autre par rapport au jardin privatif. Donc on retrouve aussi cette architecture d'échelle intermédiaire avec une très belle densité et une grande variété de distribution extérieure. Merci. Alors, je vous propose d'enchaîner sans transition avec les deux autres présentations. On prendra toutes les questions à la fin, donc je vous demande de réserver vos questions. Vous pouvez noter bien. Je ne sais pas lequel des deux commence. Alors, bonsoir. C'est allumé. Si. Oui. C'est sur rouge. Ah non, c'est éteint. Voilà, c'est le vert. Eh bien, bonsoir, monsieur là. J'ai pas trop l'habitude de parler en public, mais l'organisation ici, la maison, m'a demandé à notre collectif de venir témoigner de ce qu'on a fait. Et donc, me voici, représentant Écoline. Alors, il y a un film qui a été tourné par les Oasis des Colibris. Vous avez entendu parler, Colibris. On fait partie des Oasis. Pierre Rabhi initié ceci. Et donc, ils sont venus nous filmer. Souvent, avec les médias et des dispositifs, le groupe est un peu réticent. On accueille des bénévoles, beaucoup, un peu moins maintenant, mais sur les chantiers que nous avons faits. Mais on a quand même dit un petit peu pour les Oasis, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent construire en habitat groupé ou autre, rénover. Donc le groupe a dit oui. Mais on préserve notre intimité, notre discrétion, mais le projet est connu quand même. On fait un peu figure des fois de pionnier, parce que ça s'est instigé en 2008. Voilà. Que dire ? Bon avec les 3 minutes, vous regarderez un peu tout ça. Donc je ne suis pas conférencier, mais si vous avez des questions, je pourrais essayer d'y répondre. Et autrement, j'ai mis des documents un petit peu. On a répondu, comme je disais, à des magazines, des fois, Castor, Habitat, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, voilà, donc j'ai un peu mis à disposition. Il y a même un gros, tout est condensé, un projet tutoré qui a été fait sur Écoline. Il y a vraiment notre règlement de copropriété, charte, tous les documents sont là, les matériaux que nous avons utilisés. Voilà, donc je vous laisse voir ce petit film de 3 minutes, et puis après je serai à vous. Ça dépend de la connexion internet. C'est ça. Je ne l'ai pas téléchargé. C'est là où ils sont tous rentrés, il y a beaucoup de... Normalement, il n'y a plus personne dans les bureaux. D'accord. C'est la fibre. Parce que nous, ici, on a la fibre, donc on est arrivé chez nous.
donc c'est un habitat, alors vu qu'on est avec des architectes, c'est un habitat groupé en autopromotion, autoconstruction, ossature bois, donc 10 maisons qui sont bioclimatiques et en bande comme ça, on va dire qu'elles sont exposées plein sud, très peu d'ouverture au nord. Il y a 2 bandes, 6 maisons et 4 maisons, équipement collectif, chauffage, donc ça a été fait avec Laurent Bonne et André Rutenberg, des architectes de Gérardmer. Que dire encore, avec des thermiciens, comment il s'appelle, Vincent Pierret, Terra Energy. Ils sont basés où maintenant? À Saulcy-sur-Meurthe. Voilà, que dire d'autre encore? Donc on a fait marcher un charpentier. Donc les dalles et les charpentes sont faites par des entreprises comme ça, parce qu'il y a des décennales. Ils se tiraient la bourse, si ça s'écroule, ils diraient c'est la faute du ciment, du béton qui est mal fait. Et on a un isolant entre la terre et la dalle, qui sont des billes de verre. On a fait venir des camions d'Allemagne. C'est la fusion des bouteilles en verre, gazées comme ça, la Bauer, enfin billes de verre on appelle ça. On en a mis 40 cm, ça dépend des structures, suivant les camions qu'on a fait venir. Les premières 7 maisons, c'était 50 cm d'isolant, et les 3 autres maisons, ça s'est fait en deux étapes, 40 cm pour garnir le camion, calculer, mais l'archi avait dit à 40 cm ça va. Bon, c'est vrai qu'on peut marcher pieds nus dans nos maisons et c'est pas froid. Donc ossature bois, et puis là en paille, voilà, l'isolation en paille. Donc là ça a été des chantiers participatifs. C'est prêt ou quoi? Parce que je me blé comme ça. Ça devrait fonctionner. Écoline, c'est un habitat groupé. On habite à 10 maisons sur une copropriété qui fait un peu plus de 2 hectares. Et chaque copropriétaire est propriétaire donc d'une maison et d'une parcelle de terrain, à peu près en gros entre 3 et 500 mètres carrés. Donc c'est des maisons bioclimatiques faites en paille, en bois et en terre. Enfin, la terre, c'est les enduits de terre. On partage une chaudière commune, qui est une chaudière à bois, des panneaux solaires qui permettent de chauffer l'eau et les maisons. On partage également, depuis assez peu de temps, donc, une salle de réunion commune, un atelier de menuiserie, un hangar pour stocker différentes choses, et puis ce grand jardin et un petit bout de forêt. Alors ce qu'on partage aussi, donc, c'est la façon de se déplacer. Par exemple, on utilise une voiture pour 3 maisons, puis on partage des vélos cargo ou des vélos pour se déplacer, pour aller jusqu'à Saint-Dié qui est juste à côté. Ce genre de projet, en fait, pour moi, ça répond à un besoin de vraiment vivre le vivre ensemble concrètement. On est dans une société, j'ai l'impression, où on connaît assez peu ses voisins. En tout cas, pour moi, c'était avant de vivre ici. J'avais pas vraiment l'impression de faire société avec mes voisins. Et je trouve que c'est une façon d'expérimenter, de faire des choix et de vivre avec d'autres qui n'ont pas les mêmes histoires, qui n'ont pas les mêmes envies. Et ça, c'est très beau, je trouve. Tu peux les mettre autour, ça compose. Ah oui, ok. On a eu besoin, au bout de à peu près 6 ans de fonctionnement, on s'est rendu compte qu'il nous manquait des outils pour gérer les prises de parole et puis on s'est un peu auto-formé, on a fait venir aussi des gens de l'extérieur pour nous aider dans ce domaine. Et donc on s'est arrêté sur les outils de la sociocratie et notamment des prises de décision par consentement. Le collectif m'apporte de l'ouverture, du lâcher-prise aussi, et la compréhension qu'on est différents mais complémentaires et qu'on va plus loin en fait avec les conceptions des uns et des autres.
c'est un peu rapide tout ça. Même moi, je découvre à chaque fois des choses différentes. J'ai appris que les jeunes, ils font défiler rapidement, mais là, je pense qu'en ce moment, il faudrait défiler un peu plus lentement. Mais voilà. Donc, je veux dire, je suis allé... On va dire quand en 2008, 2008 sur le papier, le désir de se réunir comme ça, et il y avait un terrain qui était disponible, parce que souvent des personnes veulent se grouper comme ça, mais il n'y a pas le terrain. Le groupe, des fois, s'épuise aussi, avant de trouver le terrain, ou la bâtisse à rénover, ou nous, c'était carrément des constructions. Hein. Donc c'était en comparaison en autoconstruction, c'est ça ? Oui, quasiment tout. Après, suivant les besoins ou les moyens de certains, on a fait dans beaucoup de chantiers, plus de 350 personnes sont venues aider. Hein. On organisait des chantiers participatifs. On avait une entraide entre nous, mais s'il y avait des chantiers, c'est des bénévoles qui permettaient de faire avancer plus de maisons en même temps. Autrement, s'il y en avait un défaut, pas assez de bénévoles ou un travail pendant hors vacances, là les écoliniens, on s'appelle écoliniens, écoliniennes, s'entraidaient chez l'un, chez l'autre. Chacun a aidé dans les maisons de... moi, j'étais dans la deuxième tranche, j'attendais un petit peu mon tour, je suis venu faire le bénévole, comme d'ailleurs Étienne Maire, qui est ici, que j'ai redécouvert ce soir, a fait ses armes aussi comme ça. Voilà, ici maintenant il bosse pour, il m'a dit, la région. Voilà. Et il est venu, comme moi d'ailleurs, bénévole, et il était tellement de qualité qu'il a été notre coordinateur pendant 1 an, plus on a prolongé 6 mois, un dispositif de l'État qui permettait d'embaucher un contrat unique insertion. Voilà, et donc il a pu après créer son entreprise, etc. Mais voilà, il y en a beaucoup il y en a qui ont formé d'autres qui sont croisés chez nous, qu'on fait couple, qu'on fait un lieu avec des yourtes aussi, et ils sont beaucoup plus actifs que nous, là, je suis leur chantier, je suis allé voir, il y en a, ça les a... On est un lieu de ressources, quoi, un petit peu. Je disais quand même à Dominique que nous sommes, donc je l'ai dit tout à l'heure, discrets. Le collectif, personnellement, moi, je voyais plus de collectifs et on va chercher un peu dans tout ce qui se fait ailleurs plutôt que de l'avoir construit, l'autonomie, des choses comme ça, les associations, les magasins, voilà, par exemple, il y en a qui cultivent, mais tout le monde ne cultive pas. Moi, je construis, je bricole, je fais les cafés réparations, mais les mains dans la terre, c'est pas mon truc. Donc je fais appel à une petite boutique comme d'autres, des petites boutiques bio ou autres. On voulait faire peut-être un économe, il fut un temps, mais c'est quand certains n'avaient pas de métier, et puis ça s'est pas fait. Mais on a passé beaucoup d'énergie, donc pour parler de construction, quand même, à mettre des enduits dans la terre, sur la paille, c'est quand même, c'est pas... voilà, c'est long, il faut attendre une autre saison pour faire encore les enduits de finition. Nous l'avons fait encore dernièrement, on apercevait notre... Étienne, tu as peut-être pas vu notre maison commune, voilà, tu pourras passer nous voir. Et tu verras comment que c'est, les enduits sont fins, sont lissés, on a trouvé des pros qui étaient peut-être à faire du ciment, du plâtre, et sur la terre, les enduits, ils nous ont fait des choses qui sont merveilleuses. Donc on a une super salle isolée. J'ai aussi mis c'était quand même quelque chose aussi assez dur, là, sous forme de flexagone, là, il y a une petite fiche comme ça avec tout ça, ça peut servir à des architectes, mais faire des renvois d'angle avec fallait calculer l'angle comme ça, souvent, c'était assez dur quand même, hein, mais on était content de faire cette petite maison comme ça, qui est traditionnelle, notre maison commune, qui s'est faite après coup. On a quand même beaucoup pensé à nos habitations avant. Il y a les équipements que vous avez aperçus, et on faisait les réunions tous dans nos maisons particulières, et on a quand même cette salle maintenant. On est en train de débattre elle peut servir à des personnes extérieures. On est en train de faire notre règlement intérieur pour savoir combien on demande à ceux qui vont venir participer dans notre salle commune. Voilà, c'est des choses comme ça. Nous pratiquons la sociocratie. Alors, c'est un système où chacun est entendu. Il peut y avoir des conflits, on est entendu, c'est pas pour ça que tout se règle, mais quelque part, c'est pas quand une majorité où on dit c'est comme ça, et les perdants, comme dans notre système actuel où on est, il y a beaucoup de frustration. Il y a moins de frustration dans un système comme ça, où on peut remettre à l'ordre du jour des points qui ne sont pas traités.
Et je dis souvent, dans ce qu'on construit, dans les familles, on ne traite pas les problèmes. Souvent, il y a des non-dits, tandis que nous, on peut mettre quand même en point à l'ordre du jour des choses qui sont voilà, dures. Même ça peut être quelqu'un qui n'a pas un problème, qui peut le mettre pour permettre à d'autres qu'on parle du sujet. Enfin, c'est des choses assez riches. Alors, si on veut parler que d'habitat, il y a une question à me poser. Non, mais on devrait peut-être revenir. C'est trop long? Non, c'est très bien. Juste revenir sur peut-être la conception. Vous avez été assisté par un architecte pour définir le projet, concevoir le projet. Oui, c'est ça. Dire sous quelle forme d'association, enfin, comment vous êtes structuré en tant que collectif. Voilà. On a commencé un peu à l'arrache, hein, une association comme ça. Et voire même pour les... Vu qu'on construisait, moi j'ai débloqué une somme auprès de la banque et fallait tout faire, fallait débloquer des factures, quoi. Il fallait que j'amène à la banque des factures. On avait trouvé un système pour qu'on tourne des factures. Carrément, je sais peut-être pas, enfin légal, c'était notre truc à nous, pour prendre en compte telle facture, voilà. Et moi, je commençais à payer, quand je suis venu dans le collectif, je me suis joint juste après, j'ai pas tout à fait été dans les premiers qui ont décidé de ça, mais quelqu'un s'est désisté, et j'étais, voilà, un an après, j'étais déjà dans le groupe. Mais il fallait que j'attende, comme je disais, la deuxième tranche qui se construise. Et donc je finançais des choses du collectif et la banque disait ben voilà, il n'y a rien encore pour ma maison. Et après on a fait une copro. Il y a 3 maisons qui. Enfin, il y a trois maisons qui sont vendues, dont une propriétaire qui finançait la maison de sa sœur qui était handicapée. Donc elles sont parties toutes les deux en même temps. Et puis une autre maison, oui, en 2019. C'est vendu, donc on a des nouveaux, voilà, écoliniens, écoliniennes, nouvelle famille. Que dire Voilà, donc c'est un projet qui vit, vous êtes 10 foyers, c'est ouais, ça 10 maisons, voilà. Petite famille, 17 ou 16 en ce moment, ouais, 16 personnes, 6 enfants. Peut-être en quelques mots, les difficultés qui sont les plus récurrentes et puis les côtés positifs qui sont... que vous trouvez... Les difficultés à quel niveau? Voilà. Dans le fonctionnement, je sais pas. Qui sont posées à travers le projet. Alors oui, je peux dire, il y a les notaires ou qui avaient dit, parce que là on voyait dans ces architectures, il peut y avoir beaucoup de sortes de surfaces, type de surface. Chez nous, on a partagé beaucoup même les constructions, enfin le collectif, les financements, en 10 parties. Et pourtant, moi je suis celui qui a une maison, il y a 2 maisons, 70, 75 mètres carrés, et souvent d'autres ont jusqu'à 130, 140 mètres carrés. Alors les charges, c'est tellement bien isolé qu'on ne dépense pas grand-chose, mais peu à peu ça commence à faire débat qu'on ne s'est pas mis au 30e, donc ça commence à faire débat quand même, et maintenant tout est construit, donc ça a été dur de financer, voilà, mais on jouit de le collectif, on profite des mêmes choses, mais quand même le financement était dur pour un petit copropriétaire comme moi par exemple, qui est tout seul et qui devait financer mais voilà, ça divisera peut-être les héritiers ou la suite. Pour l'instant nous sommes toujours là et voilà, d'autres problèmes, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y a une maison, ah oui, il y en a qui n'ont pas réussi à revendre on hérite des fois à nos âges, et une maison de famille, ils n'ont pas réussi à la vendre dans le village, donc ils sont plus dans cette maison ailleurs et on les voit pas assez, et là on essaye de leur dire qu'il faut qu'ils vendent. Donc peut-être dans les collines, il y a bientôt peut-être une maison, voilà, c'est les Lorenz, ils ne sont pas souvent là. Donc ça fait débat, on remet à chaque fois le sujet, et là ils ont compris que, voilà, parce qu'on partage beaucoup de choses quand même. En ce moment, j'ai une maison qui est chauffée au bois, chaudière, elle est chaude, c'est avec des bûches, et pourtant je vais rentrer, il fera chaud chez moi. Parce que la semaine dernière, c'est moi qui étais tour de chauffe. On a peut-être 2 semaines, 3 semaines dans l'année, dans l'hiver comme ça, où on est tour de chauffe. Donc là, en ce moment, c'est quelqu'un d'autre. Et on dépense très peu de bûches. Voilà, c'est 3 stères maxi par maison, hein, donc 30 stères par an. On a du solaire, enfin, c'est un peu marqué dans tous ces documents là, ça a été bien pensé quand même. Hein. Donc c'est vrai que c'est un projet qui est économe. Parfait. Encore une fois, désolé. Merci beaucoup pour ce premier témoignage.
La Manuf de Houécourt. Voilà, bonjour, bonsoir à tous. Voilà, donc je suis Dominique, donc j'habite moi à la Manuf, à Houécourt. Donc c'est un écolieu, un habitat participatif, un tiers-lieu, donc chacun l'appelle comme il veut. Voilà, donc je vais vous passer un petit film voilà, qui a été tourné sur notre lieu. Et là ça marche parce que c'est pas sur internet, on l'a copié sur l'ordi. Notre lieu s'appelle La Manuf et donc sur le lieu on essaye de vivre le plus écologiquement possible. C'est avant tout un habitat collectif, donc les valeurs c'est le partage en premier, le respect. Et en fait sur ce lieu, il y a tout ce qu'on a besoin pour bien vivre. On fait de la musique, on fait de l'agriculture, on fait de la production de fruits, on gère une petite forêt, on accueille des gens. Et puis on essaye de changer la vie sur nos 7 hectares. On ne change pas la planète, mais on change la vie autour de nous, sur nos 7 hectares. Je ne voulais plus vivre seule. J'avais envie d'être entourée, j'avais envie qu'on partage des choses, et puis qu'on prenne soin de la nature, qu'on prenne soin les uns des autres. Et c'est surtout pour ça qu'on a rejoint ce projet, pour faire ensemble. Alors dans 5 ans, on imagine qu'on sera un peu plus nombreux, et surtout, alors ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait beaucoup d'enfants comme toi sur notre lieu dans 5 ans. C'est vraiment un lieu où il fait bon vivre tout le temps, quelle que soit la période de l'année. Maintenant je peux le dire, puisque ça fait 1 an que je suis là. Donc à toutes les saisons, c'est chouette de vivre ici. Toutes les personnes qui sont intéressées par ce lieu, voilà, j'ai qu'une chose à leur dire, venez voir. Je pense qu'avant tout, il faut se jeter à l'eau. Voilà, donc ça c'est fini. Voilà, donc la Manuf, donc le collectif s'est créé en 2022. Au départ, c'était un groupe d'Alsaciens qui voulait racheter la Manufacture Royale de Bain-les-Bains. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle la Manuf. Voilà, donc le groupe s'est constitué comme ça. On n'a pas pu acheter la Manufacture Royale parce que c'était trop cher. Voilà, et puis le groupe n'était pas prêt, le temps qu'on travaille sur le juridique, le financier. Voilà, donc quelqu'un d'autre a racheté. Donc c'est le propriétaire actuel de la Manufacture Royale qui a acheté. Et donc on a recherché un autre lieu, donc on a gardé le nom, c'est pour ça qu'on s'appelle encore la Manuf, et on s'est promené dans différents endroits dans les Vosges. Voilà, on a fait l'abbaye du Bexy, on a fait des fermes, on a cherché un petit peu partout, et on est tombé donc sur le château le domaine du château d'Houécourt, parce que le château n'existe plus. Il a été détruit au début du XXe siècle. Donc c'était une demeure historique, hein. Le château d'Houécourt a appartenu au duc de Choiseul, hein, voilà, qui était quand même un personnage de l'histoire de France et de l'histoire des Vosges, hein, parce qu'il était président du conseil départemental des Vosges dans les années 1820-1830. Voilà, et donc sur le lieu, donc, qui fait 7 hectares et demi, on a 3 hectares de forêt,
1 hectare de verger, un demi-hectare de jardin, un parc paysager qui fait un demi-hectare. Voilà. Et donc, actuellement, donc on y vit. Dans le collectif, on est 10 personnes. Et voilà, on a créé donc une SAS coopérative à capital variable. Donc, c'est-à-dire que chez nous, on a une part. Donc moi, j'ai acheté une part qui coûte 250 €. Et le reste de l'argent, on l'a tous amené en compte courant associé. Donc on prête de l'argent à la société. Et le jour où on part, soit volontairement parce qu'on va aller ailleurs, ou le jour où on décédera, nos héritiers récupéreront cet argent. Voilà, donc ça c'est le mode de fonctionnement pour la société. Donc la société gère tout ce qui est foncier, le foncier et le bâti. Et sur le lieu, donc on a créé une association qui s'appelle Un Zeste pour la planète. Et là, cette association, c'est elle qui met en œuvre toutes les activités qu'on met en place sur le lieu. Donc là, actuellement, on travaille sur 3 projets différents et un projet plus transversal. Donc les 3 projets qu'on est en train de mettre en place, on veut être un tiers-lieu nourricier. Donc c'est produire, transformer et distribuer. Donc produire sur place donc dans notre jardin, mais aussi récupérer et travailler avec les agriculteurs bio des Vosges pour récupérer leurs invendus ou leurs légumes moches. Donc tout ça, on les transformerait sur place. Et dans la transformation, on voudrait créer une épicerie participative dans le village. Voilà, donc ça c'est le tiers-lieu nourricier. Le deuxième point, c'est devenir un tiers-lieu autonomie. Tiers-lieu autonomie, c'est on travaille sur le bien vieillir en milieu rural. Et donc sur le lieu, on veut créer un sentier cognitif et sensoriel qui fera tout le tour du domaine. Et on accueillera donc des personnes âgées ou des personnes handicapées sur le lieu qui bénéficieront du parcours pour, donc ça fera travailler le cognitif, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Donc on est en train de mettre en place tout ça. Ensuite, dans le bien vieillir, on veut créer un bar senior, donc il sera ouvert à tout le monde, mais il sera essentiellement consacré aux seniors. Et à l'intérieur, on créera un point info senior qui permettra aux seniors qui viendront nous rendre visite d'avoir tous les renseignements nécessaires pour mieux vivre. Voilà. Et à l'intérieur du lieu aussi, il y a un domaine, une pièce, un bâtiment qui s'appelle la Fauconnerie. Et là, on l'a transformé spécifiquement pour accueillir des personnes âgées autonomes. Donc ça, c'est le bien vieillir. Et ensuite, le troisième point sur lequel on travaille, c'est éduquer dehors. On fait venir des classes pour faire école chez nous, parce que donc on est agréé par l'éducation nationale, et on fait venir les écoles, et on fait aussi venir les centres aérés qui font leur camp nature chez nous. Et en transversal, on a un volet culturel où on fait voilà, régulièrement des pièces de théâtre, de la musique, et des jeux de société, etc. Donc pour tous les habitants du village et des villages environnants. Voilà un peu tout ce qu'on est en train de mettre en place chez nous. Voilà, donc si vous avez des questions, ou si... On devrait peut-être dire sur le volet logement, vous êtes donc 5 familles. Voilà, actuellement, donc on est, dans le collectif on est 10, mais actuellement on n'est que 5 à habiter sur place tout le temps. Donc un couple, moi avec ma compagne, et 3 autres personnes seules. Donc actuellement on vit, on vit dans une chambre, en fait, et on bénéficie donc de toutes les pièces communes, hein, la salle à manger, le salon, la cuisine, la buanderie, etc. Tout ça est commun. On est dans les chambres, mais on a quand même à terme, dans l'objectif, que chacun ait un appartement. On est quand même dans la sobriété foncière, hein, parce que l'appartement pour un couple, ce sera 40 mètres carrés, parce que tout le reste, ce sera commun, et on a des chambres d'amis communes. Donc pour nous, on a décidé en commun que 40 mètres carrés pour un couple, ça suffit. Une personne seule, c'est 30 mètres carrés à peu près. Voilà. Et vous avez d'autres bâtisses? Voilà, et donc on a donc la Fauconnerie que j'ai expliqué tout à l'heure, qu'on voulait transformer plus en habitat spécifique pour les seniors. Mais on a encore la Maison du Breuil, donc qui est une ancienne tour du château qui a été aménagée et agrandie, où là on pourra accueillir une famille. Et on a une tour isolée à l'autre bout du domaine, et là on y mettra juste
les sociétés récalcitrants, on les cachera là-bas. Non, on veut en faire un habitat insolite, en fait, qu'on rénovera pour faire un petit peu de tourisme. Voilà.